retrouve aujourd'hui pour le podcast Le Bonheur c'est les autres avec Claude Lemel. Bonjour Claude. Bonjour. Claude, c'est quelqu'un que j'ai découvert récemment à titre personnel, mais que je connaissais de très longue date pour le parcours fabuleux qu'il a fait dans la chanson française. Alors Claude, on va se tutoyer, ça sera plus simple. Tu es, Si tu veux, il n'y a pas de problème. tu es alors d'après, encore une fois, Internet dit des choses, après il faut vérifier, mais tu es un enfant en tout cas né dans les médias après-guerre à Paris. Ah ben ça c'est moins qu'on puisse dire, parce que je suis né en octobre 1945 et Voilà. la guerre pour l'Europe s'est terminée en mai et évidemment pour le monde en août. Exactement. Et tu es né un 12 octobre, qui est un vendredi. Oui. Et tu es né le même jour que plein de gens comme Hugh Jackman, Clémentine Célarié, Brigitte Lahaie, tu le savais peut-être pas, des actrices, Pascal Audrey, Aurore Clément. Et tu es féru d'histoire, on le verra après, le roi Édouard VI d'Angleterre. Et puis pour la chanson, tu es né le même jour que Tonton David, Franck Alamo et Luciano Pavarotti. Rien de moins que ça. Est-ce que tu le savais et qu'est-ce que ça t'inspire? Oui, je le sais, mais le même jour que moi, strictement le même jour, il y a Aurore Clément, mais je crois que c'est tout parmi les gens que tu as cités. C'est ça. Et n'oublions pas Franck Ferrand. Je l'avais dans ma liste. D'accord. Et Franck Ferrand qui a un point commun avec toi. Bah, l'histoire. L'histoire, voilà. Qu'est-ce que faisaient tes parents et est-ce que tu avais des frères et des sœurs? Bah, j'ai toujours Oui. un frère et une sœur, ils sont, Dieu merci, toujours en vie. Ouais. Je suis l'aîné, ma sœur est de 1947 et mon frère de 1951. Voilà. D'accord, donc tu es l'aîné. Je pense que les gens qui vont nous entendre savent que tu es un parolier et un auteur de chansons prolifique. Tu as fait des milliers de chansons que tu as écrit à la main dans des dizaines de cahiers. On en est à combien d'ailleurs? À chaque fois que tu donnes ton nombre de cahiers, on en est à combien? Je sais pas, 107 ou 108, faut que je vérifie. Ah oui. Faut que je note sur chacun de mes cahiers. Bon, mais là, j'arrive au bout, là. Je suis là, il est quasiment fini. 108e. Donc je vais bientôt attaquer le 109e. Donc le 108e, bientôt aborder le 109e. Et donc tu as travaillé soit seul, soit en collaboration. C'est le stylo qui tombe, c'est pas grave. Tu as travaillé soit seul, soit en collaboration avec des gens évidemment hyper connus comme Pierre Delanoë. Et pour les plus grands noms de la chanson française, j'en ai cité quelques-uns, mais là... Non, alors je rectifie. Oui. Soit seul, soit en collaboration avec des gens comme Pierre Delanoë. Non, si c'était avec Pierre Delanoë, c'était en collaboration. En collaboration, oui, c'est ça. Évidemment. C'est oui. ça. Donc, mais pour, en tout cas, plein de grands noms, moi j'en cite que quelques-uns, mais il y en a tellement que c'est évidemment... 270. Voilà, j'allais te poser la question. Évidemment Jodassin, Serge Reggiani, Gilbert Bécaud, Michel Sardou, Michel Fugain, Carlos, Julio Iglesias, et bien d'autres, et bien d'autres. Bah, citons les femmes aussi, tout de même. Alors, là, justement... Là, il y a que des mecs. Alors justement, Bon. j'allais en citer une ou deux. Alors j'allais citer évidemment peut-être Mireille Mathieu, Mélina Mercouri, et je voulais citer une qui me tient particulièrement à cœur, parce que je crois qu'en plus tu étais très proche d'elle, qui était Joëlle, la chanteuse d'Il était une fois, et dont j'avoue j'étais fou d'elle à 10 ans, j'étais absolument fou d'elle. Je crois que mon premier disque, acheté au prix unique de Manosque, c'était un disque de Joëlle Morgenstern. Je ne sais pas si je prononce bien. C'est la chanteuse d'Il était une fois. Mais enfin, n'oublions pas Nana Mouskouri. Nana Mouskouri, effectivement. N'oublions pas Alice Donnard. Ouais. Ça sont des artistes pour lesquels j'ai beaucoup travaillé, que j'apprécie particulièrement. Nana est une femme formidable, Alice aussi. Ouais. Joël nous a quittés le 15 mai 1982, donc bon, dans quelques jours. Ouais. J'irai comme tous les ans sur sa tombe avec sa sœur Dominique, Domino, me recueillir, parce que je suis fidèle à mes vieilles amitiés, et donc voilà, j'irai fleurir sa tombe. Ouais. Et donc tu es fidèle, on le voit en amitié, tu es fidèle dans tes collaborations aussi, tu n'as jamais fait des collaborations, enfin tu as rarement fait des collaborations qui n'ont pas un peu duré dans le temps, mais probablement... Ça ne dépend pas de moi. Ah, ça ne dépend pas de toi, mais en tout cas toi, de ton côté, tu as toujours été fidèle aux gens avec qui tu travaillais. Est-ce que finalement, tu te dirais que la collaboration la plus importante, ça reste quand même celle avec Jodassin ou pas? En tout cas, humainement parlant, c'est certainement la personne dont j'ai été le plus proche. C'est normal, puisque j'étais très jeune, lui aussi, je débutais. C'est lui tout de même qui m'a le premier fait confiance, donné ma chance. Donc il y a des choses entre Joe et moi qui sont extrêmement fortes, inoubliables, irremplaçables.
Après, il y a eu des collaborations très suivies et bon, de grands liens d'amitié avec Nana Mouskouri, par exemple, avec Michel Fugain, par exemple, avec Gilbert Montagnier, qui est un homme que j'adore, avec Alice Donat, enfin avec beaucoup d'autres, je vais en oublier, avec Isabelle Aubray, avec Bécaud. Avec Bécaud, on a une très grande amitié. Mais enfin, bon, les premières amitiés, les amitiés de jeunesse, c'est quand même très très fort. Et il est sûr qu'avec Joe, on avait une complicité sans aucun nuage. Sans aucun nuage. Et tu as parlé récemment, en tout cas il y a quelques semaines, d'Alain Leprest. C'est quelqu'un avec qui tu as collaboré ou vous étiez juste proches en fait, ou amis? Alors Alain Leprest, on était très proches, très amis. Je pense que les gens qui nous écoutent peuvent encore voir sur Internet ce que j'ai dit à ses obsèques, l'allocation que j'ai prononcée au cimetière d'Ivry le 23 août 2011. On avait un projet de collaboration ensemble, qui était un très beau projet sur Chopin et Cerdan, les mains du pianiste, les mains du boxeur, avec chacun son égérie, c'est-à-dire pour Chopin, Georges Sand et pour Cerdan, Édith Piaf. Malheureusement, il est décédé avant qu'on le concrétise. On l'avait commencé, mais on n'a pas pu finir, puisqu'il a décidé de nous quitter volontairement. Alors on sait donc, je l'ai dit, tu as écrit énormément de chansons, des paroles de chansons, mais on a tort de penser que tu n'as fait que des paroles. Tu as aussi composé musicalement des chansons, puisque moi j'ai découvert que tu maîtrisais déjà dès ton plus jeune âge un certain nombre d'instruments, le solfège, le piano, la guitare, etc. Et aussi que tu t'es produit, et tu continues à te produire sur scène, tu es chanteur aussi, ce que on ne sait pas forcément en fait. Donc est-ce que c'est quelque chose qui est important pour toi, ou ça reste quand même... on va dire, pas accessoire, mais par rapport à ta carrière de parolier? Alors il y a deux choses. Ouais. Il y a la musique et les prestations scéniques. Alors je ne me considère pas comme un chanteur. Là il se trouve que je vais avoir 80 ans et que j'ai repris la guitare pour faire un petit bilan sur scène de certaines de mes chansons. Apparemment les gens sont contents, donc je continue. Bon, et puis j'ai un super guitariste qui s'appelle Philippe Herouette, et je m'entends très bien avec lui, donc on adore se retrouver sur scène tous les deux. Et encore une fois, apparemment les spectateurs n'ont pas l'air trop déçus. La composition, j'ai démarré comme auteur-compositeur chez Mireille. Quand j'ai fait le Petit Conservatoire, j'étais également compositeur. Et j'ai composé des musiques qui ne sont pas trop mal, comme L'équipage Jojo, comme La Demoiselle de Déshonneur, et aussi le refrain de La Fleur aux Dents. Je ne suis pas crédité parce que, n'ayant pas passé l'examen de compositeur, je ne pouvais pas signer la musique avec Jodassin, mais j'ai écrit le refrain de La Fleur aux Dents, c'est-à-dire la musique de Il y a les filles dont on rêvait, celle avec qui on dort, ça c'est de moi. Mais ce qui s'est passé, c'est que j'avais énormément de demandes comme auteur, et que ensuite j'ai rencontré des compositeurs formidables comme Alain Goraguer, Alice Donat, Jodassin, Jacques Revaux, Michel Fugain, Gilbert Bécaud. Quand on a à sa disposition des compositeurs tels que les gens que je viens de citer, et il y en a eu beaucoup d'autres. Là, on n'a pas besoin de composer soi-même sa musique. Je pense qu'il faut être conscient de ses limites dans les métiers qu'on fait, et je pense que le compagnon indispensable du talent, c'est l'humilité. Donc j'ai plutôt fait appel à des vrais compositeurs qu'à mes mélodies à moi, parce que ils font ça mieux que moi, quoi, voilà. Alors justement, j'avais parlé du fait que tu étais sociétaire du Petit Conservatoire de la chanson française, de Mireille. Sociétaire, c'est beaucoup dire. Si. Elle disait élève. Élève. Elle employait jamais ce mot-là. Oui, c'est moi qui dis ça. Ouais. Mais par contre, moi autant j'ai vraiment beaucoup de réticence à employer ce mot-là pour les ateliers que j'anime depuis 37 ans. Mais elle disait carrément ça. Elle disait la classe. Et elle disait les élèves. Oui, absolument. Et alors donc juste rappeler, parce que on a dans nos auditeurs des gens qui sont jeunes, qui n'ont pas connu ça, alors que moi je l'ai connu.
ça a démarré au milieu des années 50, mais ça s'est vraiment concrétisé à la télé de juin 60 à septembre 74. Et ça a fait découvrir des gens par dizaines, pas seulement toi, Hugo Frey, Michel Berger, Julien Clerc, Alice Dodin dont tu parlais tout à l'heure, Françoise Hardy, Alain Souchon et beaucoup d'autres. Julien Clerc, je crois pas. Ah si. Bon, il n'a pas peut-être. Je ne l'y ai jamais vu et je n'ai jamais entendu qui que ce soit parlant du conservatoire citant Julien Clerc parmi les élèves. Alain Souchon, par exemple, oui, je l'y ai vu. Il n'est pas resté longtemps, mais je l'y ai vu. Serge Lama, bon, il y a été, ça ne lui a pas plu, il est resté très peu de temps. Bon, Julien Clerc, franchement, ça m'étonnerait beaucoup. Dans aucune biographie de Julien Clerc, je n'ai vu ça. Alors, on vérifiera. Moi, j'ai vu une émission, alors effectivement, il n'y avait pas Julien Clerc dans l'émission. J'ai vu une émission où tu passes en 84 qui rend hommage à Mireille, où tu passes et tu chantes avec elle, où tu redeviens l'élève et elle redevient la prof et elle te dit qu'il faut que tu épelles mieux, enfin que tu prononces mieux les mots, etc. Et il y a une passe d'âme mais ça c'était un jeu. Et donc, par contre, est-ce que tu confirmes que c'était produit par Jacqueline Joubert, la maman d'Antoine Au début, au tout début. Ouais. Mais c'est-à-dire que l'idée du conservatoire, c'est Sacha Guitry. Ouais. C'est Sacha Guitry qui a suggéré à Mireille de mener cette activité. Bon, elle n'était pas plus embellée que ça au départ, puis elle a réfléchi, puis elle a dit pourquoi pas. Et effectivement, elle est allée voir des gens de la radio pour l'aider à monter ce cours. Hein. Voilà. À la télé. Et donc c'est à ce moment-là que tu as découvert Alice Donna, avec qui tu as été très proche. Pas du tout. Pas du tout. Tu la connaissais déjà? Non, Alice Donna, on n'était pas ensemble au petit conservatoire. Elle était là bien avant moi. D'accord. Elle était là bien avant moi. Je l'ai découverte lors d'une traversée du France de Paris à Québec. Et effectivement, Mireille avait emmené quelques élèves ou anciens élèves du petit conservatoire. Donc parmi les élèves, il y avait moi. Il y avait une jeune fille qui s'appelait Anne-Marie Godard, et puis il y avait parmi les anciens élèves, il y avait Alice Donna, Chris Carroll et Annie Colette. Mais toutes les trois étaient anciennes, elles n'étaient plus au petit conservatoire. D'accord. Donc dans l'émission d'archives que j'ai vue, tu chantes, enfin plutôt c'est Alice Donna qui chante une chanson que tu as fait avec elle qui s'appelle Chez Mireille. Mais ça c'est bien après. Ouais, dans cette émission. Non, bien sûr. Et donc, par la suite, tu as fait des choses, tu as travaillé avec Alice Donna, vous aviez une école en commun. Énormément. Ouais. À l'Olympia, vous aviez à un moment donné un cours en commun, enfin une école en commun déjà, dans le cadre de l'Olympia. C'était pas une école en commun, c'est elle qui a monté une école et qui m'a demandé si je voulais bien m'occuper des auteurs. C'est comme ça que j'ai démarré les ateliers d'auteurs. Alors, j'étais pas vraiment convaincu que je pouvais le faire, quoi. Bon, parce que j'avais jamais réfléchi à ça. Ouais, tu en parles dans ton livre. Et c'est elle qui, donc, m'a mis le pied à l'étrier sur ce plan-là, mais c'était pas... Non, c'est elle la directrice, c'était elle. Hein. Moi, j'étais juste, animateur des ateliers d'auteurs. C'est elle qui a créé cette école. Et ça a duré une quinzaine d'années à peu près. Je crois qu'elle a dû arrêter en 2003-2004. Voilà. Alors, tu as fait des études littéraires à la base, tu as fait Hippocagne et Cagne. Oui. Mais à Henri IV. À Henri IV. Oui, c'est pas la plus mauvaise des Hippocagne et des Cagnes. C'est la deuxième de France. La plus forte, c'est Louis le Grand. Et juste après, il y a Henri IV. C'était comme ça à l'époque. Et je crois que c'est toujours comme ça maintenant. Mais on l'a dit, on le voit dans différentes interviews sur Internet, etc., tu es féru d'histoire. Et tu partages ce point commun avec moi, je le précise. Il y avait des cours d'histoire en Hippocagne et en Cagne. On avait de très très bons professeurs d'ailleurs. Tu aurais pu t'orienter vraiment vers le littéraire ou être prof de français ou je sais pas quoi. Non, c'est l'histoire qui t'a le plus, pas influencé, mais en tout cas c'est ce qui te passionne le plus. Oui, faut dire que c'est passionnant. Hein. Ouais, je lis toujours beaucoup d'histoires. Je suis d'accord. Et tu as aimé, parce qu'on en a parlé juste avant l'interview, tu as aimé la grande époque du FC Nantes, ce qu'on appelait les Canaries, pas ceux que Pierre Perret voulait voir libérés de leur cage, ceux qui étaient notamment la grande équipe à l'époque de Coco Ciodo, d'Henri Michel et de plein d'autres joueurs.
Tu étais d'ailleurs un très proche, un ami intime d'Henri Michel. Ah, bah complètement, oui. Henri Michel et de son épouse, Suzanne. Oui. Et malheureusement, ils nous ont quittés tous les deux. C'est une grande tristesse, parce que c'était des gens que j'aimais beaucoup. Ouais. Et d'ailleurs, c'est pour eux que j'ai écrit un texte qui s'appelle Il faut vivre, Ouais. que j'ai donné à Reggiani, mais c'était pour eux deux que j'ai écrit ce texte-là. Oui. Ouais. Alors on l'a vu depuis le début de l'interview, puisque tu m'as repris sur un certain nombre de dates, de faits, etc. Tu as une mémoire... Bah, je les connais bien. Oui, non, mais au-delà de ça, Forcément. Tu as une mémoire extraordinaire, tu as une forme d'hypermnésie. Mais si je te demande quel autre trait de caractère ou aptitude particulière tes proches te reconnaissent? Est-ce qu'il y a un trait de caractère, on dit ça c'est Claude Lemel? Au-delà du fait que tu te souviens de plein de choses, de plein de chiffres, de plein de dates, Ouais, bon, c'est comme ça. Est-ce qu'il y a un autre trait de caractère? C'est une chance que j'ai. Bon, il faudrait leur demander à eux. Non, c'était un peu difficile de parler de soi voilà. comme ça. Bon, il faudrait leur demander à eux. Alors, il y a la partie que tu vas aimer le moins, qui est la partie, parce que on l'a dit, tu as une forme d'humilité, mais c'est la partie respectabilité en quelque sorte, puisque tu es officier de la Légion d'honneur depuis près de 15 ans, et tu viens d'obtenir le grade le plus élevé, tu viens de devenir commandeur des arts et lettres, tu viens d'être nommé commandeur des arts et lettres. Oui. Tu as été par 2 fois président de la SACEM, et tu en es encore aujourd'hui le président d'honneur. C'est-à-dire que quand on a été président de quelque chose et qu'on n'a pas trop déconné, bon, on devient naturellement, automatiquement président d'honneur. Bon. Il y avait la demoiselle de déshonneur et il y a le président d'honneur. Oui, c'est ça. Oui. Et tu es aussi président du SNAC, qui est le syndicat national. Non, président d'honneur. Ah, président d'honneur aussi. Ah non, je ne suis plus président du SNAC depuis longtemps. Okay. Je crois que j'ai dû arrêter en 96. Ouais. Donc, précisons pour les auditeurs que le SNAC, c'est le syndicat national des auteurs-compositeurs, parce que tout le monde le sait. Voilà, donc je suis président d'honneur aussi du SNAC. Okay. Et donc pour un petit clin d'œil, j'ai dit que tu n'as jamais couru après les honneurs, mais que tu les as quasiment tous connus finalement. Et j'ai dit pas le prix Nobel, mais finalement comme Bob Dylan l'a eu, alors pourquoi pas? Ah, sûrement pas. Non. Tu sais qu'il faut le demander. Il faut ça serait totalement indécent. Déjà, je ne vaux vraiment pas le prix Nobel. Déjà, je trouvais ça pas terrible pour Bob Dylan personnellement. Moi j'aime bien. Moi j'aurais préféré le donner à quelqu'un d'autre, mais bon, à l'époque. Alors, tu animes, tu l'as dit, depuis 37 ans, des ateliers de création de chansons. Ouais, depuis février 88. Ok. Ouais. Et donc j'ai l'honneur depuis peu de temps d'être membre. Malheureusement, je crois que tu souhaites plus ou moins lever le pied. À la fin parce de qu'il faut pas abuser. Ouais. Il faut connaître ses limites. Il faut savoir s'arrêter. Il y a des gens qui ne savent pas s'arrêter. Moi, je vais avoir 80 ans en octobre, donc je crois qu'il est temps d'arrêter cette activité. Je ne vais pas l'arrêter totalement d'ailleurs, puisque je vais faire une masterclass par mois avec des gens que je vais choisir, qui me semblent être soit les meilleurs, soit les plus motivés. Voilà. Donc je ne vais pas arrêter complètement, mais je vais ralentir nettement parce que ça me prend énormément de temps, que j'ai besoin de faire autre chose. Bien sûr. Et qu'il ne faut pas faire les années de trop. Mireille, dont on parlait tout à l'heure, je pense qu'elle a fait les années de trop. À la fin, c'était plus très bien, le petit conservatoire. Moi, j'y allais encore dans les années 90. Bon, elle avait plus de 80 ans, puisqu'elle était de 1906. C'était plus très bien. Alors, c'était d'autant moins bien par rapport à tes ateliers que il y a une différence majeure, c'est qu'elle, son école était devenue payante, alors que toi, tu as toujours tenu à la gratuité. Je crois pas. Si, c'est devenu payant, les cours après Si, bah oui. Ils le disent déjà en 84 dans l'émission de Monique Cara et ils le disent que c'est parce que payant. nous, quand j'y étais, on payait absolument. Alors il y avait pas. peut-être, tu sais, c'est un peu peut-être comme le cours de comédie, comment ça s'appelle, où il y a une classe gratuite et des classes payantes. C'était peut-être hybride, je sais pas, en tout cas à vérifier. Ah non, mais quand j'y étais, c'était gratuit. C'était absolument gratuit. D'accord. En tout cas, toi, tu tiens vraiment, et tu insistes là-dessus, sur la gratuité, et tu as cette vision de passeur qu'on peut retrouver. J'invite les auditeurs à aller voir. Il y a un documentaire sur YouTube qui s'appelle Passeur de passion. Oui. Ça s'appelle Passeur de passion. C'est ça. Donc si vous voulez voir à quoi ressemblent les ateliers de Claude et comment il envisage ces ateliers, vous pouvez aller voir
ce reportage, ce documentaire qui est... De Caroline Balma-Chaminadour, Voilà, qui exactement. a été une élève de l'atelier, Voilà. qui est vraiment une très belle autrice. Et alors, non content d'avoir accueilli des centaines, des milliers d'apprentis, Ah oui, il y a plusieurs milliers, oui. Voilà. Oui. non content d'avoir fait ça, tu as dit, je vais peut-être aller plus loin parce qu'il y a des gens qui n'y accéderont jamais. Donc tu as fait un livre, tu en as fait plusieurs, mais tu en as fait un que j'ai dans la main, là, qui s'appelle L'art d'écrire une chanson, qui est aux éditions Erol. Et où tu dis, alors moi il y a des marque-pages partout parce que tu dis tellement de choses intéressantes sur l'art de créer une chanson, et pas seulement, hein, ça ne s'arrête pas à cet aspect-là. Hein. Et que bon, moi j'invite vraiment les lecteurs et les auditeurs à aller vers ce livre. Il y en a un autre que tu as fait 1 an ou 2 ans avant, qui s'appelle Plume de Star, et qui est pas mal Non, aussi. c'était après. Ah, c'était après ? Là, c'est un livre où je raconte plutôt mes interprètes. Voilà. Alors précisons que tu as aussi participé à des livres sur des grands chanteurs avec qui tu as travaillé, notamment Jodassin, Gilbert Bécaud et autres. Et, c'est pas participer. tu as été Jodassin, j'ai écrit entièrement le livre. D'accord. Bon, ça s'appelle Confidence à Julien Dassin. Alors oui, ça, c'est moi qui l'ai Mmh. écrit. D'accord. Et puis Bécaud, oui, ça c'est coécrit avec Jacques Pessis. D'accord. Et toujours à l'Archipel aussi. Voilà. Écoute, on a fini cette première partie, qui est la partie, on va dire, Présentation. découverte, et on va aller sur le questionnaire que je pose à tout le monde, mais je vais légèrement adapter pour à tout le monde, c'est le même questionnaire. C'est le même questionnaire. D'accord, ok. C'est pas le questionnaire de Proust, Très bien, loin de là, ni celui de Pivot, mais je vais essayer de ne pas répondre trop bêtement. Oh non, ça m'étonnerait. Non, moi que non. ça soit. C'est quoi ta définition du bonheur ? J'adopterais volontiers celle de Ferré, dans sa chanson qui s'appelle Le Bonheur, justement. Madame, le bonheur, ce n'est pas grand-chose, c'est du chagrin qui se repose. C'est magnifique. Et alors justement, je suis tout à fait d'accord avec lui. C'est du chagrin qui se repose, c'est très très beau. Madame, le bonheur, ce n'est pas grand-chose, c'est du chagrin qui se repose. Ouais. Ouais. Et alors, en sous-question, j'ai envie de te demander, est-ce que tu as fréquenté, toi qui as fréquenté énormément d'artistes et de chanteurs et de chanteuses, est-ce qu'il y en a qui, pas obligé forcément de citer des noms, mais est-ce qu'il y en a qui étaient doués naturellement pour ça, pour le bonheur, et d'autres vraiment, quoi qu'il arrive, ils se sentaient jamais heureux dans la vie Oui, enfin c'est un peu caricatural, mais disons qu'il y avait des gens qui étaient plus enclins au bonheur qu'à la nostalgie, et des gens pour qui c'était le contraire. Mais je ne vais pas les dénoncer. Bon. Il y en a un dont tu as parlé dans l'excellent podcast de Rose, qui buvait beaucoup, qui était Mort Schumann, et qui noyait un petit peu dans l'alcool son mal-être permanent. Non ? T'as pas dit ça exactement ? Alors non, quelqu'un qui noyait dans l'alcool son mal-être permanent, c'était plutôt Reggiani que Mort Schumann. J'ai jamais eu l'impression que... Je sais pas pourquoi il buvait autant Mort, mais c'était un géant aussi, c'était une carrure incroyable. Mais je n'ai pas eu l'impression que Mort était malheureux, non. Alors que Serge, c'est absolument certain. Oui. Si je te demande quel souvenir heureux de ton enfance remonte spontanément à la surface, tu me réponds quoi ? Pas un événement particulier, précis. J'ai eu une enfance heureuse, j'ai eu des parents aimants, un frère, une sœur et un frère avec qui je m'entendais bien. Bon, à part ça, bon, je peux pas dire que j'ai fait un triomphe auprès de mon père ni de ma mère quand je leur ai annoncé que je voulais abandonner la Cagne pour écrire des chansons. Là, ça ne s'est pas très très bien passé. Mais à part ça, bon, on a eu quand même une enfance relativement sans histoire. Peut-être quand j'allais en colonie de vacances à Morion avec mon collège, enfin on disait école d'ailleurs à l'époque, parce que là j'ai découvert les premières véritables amitiés, dont un garçon que je vois toujours, qui est de 4 ans mon aîné, Bernard Philippe, mais avec qui j'ai eu une très grande amitié d'adolescence, et les amitiés d'adolescence, elles sont tout de même très, 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 très fortes. Quand je partais tous les mois de juillet
à Morion pour la colo, donc ça c'est de 1959 à 1965. Ça c'était très heureux, oui, très très heureux. Et donc tu vivais à Paris avec tes parents? C'était dans quel quartier vous étiez? Non, en banlieue. En banlieue? À La Varenne, Saint-Hilaire. À La Varenne, Saint-Hilaire, très beau coin du Val-de-Marne. C'est ça. On était dans la même rue que Francis Lemarque, qui était un auteur-compositeur que j'appréciais beaucoup, et avec qui je suis d'ailleurs ensuite devenu très très ami. Et pas très loin de Charles Trenet, qui avait une maison aussi. Oui, mais Charles Trenet, je ne le connaissais pas. D'accord. Je ne le connaissais pas. Alors que Lemarque, je l'ai rencontré à 17 ans. C'est la première personne à qui j'ai montré mes textes. Il m'a encouragé et ensuite nous sommes devenus très amis. Et je suis toujours très ami avec sa famille, en particulier avec son fils Michel Korb, qui est lui-même auteur-compositeur, et qui est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Alors ça va être hyper dur parce que tu as une culture encyclopédique, tu lis beaucoup. J'imagine que tu vas aussi beaucoup au cinéma, que tu as aussi vu beaucoup de pièces de théâtre, etc. Mais si je te demande une œuvre, un livre, un film, une pièce de théâtre, ou pourquoi pas un auteur qui t'a marqué de façon indélébile, tu me répondrais quoi et pourquoi? Ça peut être 2-3, hein, parce que... Oui, il y en a quand même beaucoup. Molière. Molière, ouais. Parce que je suis d'accord avec Musset dans son poème Une soirée perdue, quand il dit quel grand est vrai savoir des choses de ce monde, quel mal gaieté si triste et si profonde que lorsqu'on vient d'en rire, on devrait en pleurer. Voilà. C'est vraiment Molière, c'est extraordinaire de perspicacité par rapport à l'âme humaine, et évidemment ce qui fait que, bon, malgré les circonstances, évidemment, bon, les pièces ne pourraient plus se placer aujourd'hui ni dans les décors, ni dans les circonstances qui sont celles des pièces de Molière, mais enfin, en tout cas, ce qu'il y révèle sur l'âme humaine, en particulier dans une pièce que j'admire beaucoup, qui est Le Misanthrope, où il y a d'ailleurs une scène qui est la scène 2 de l'acte 1, c'est la scène du sonnet d'Oronte, qui pour moi est une scène essentielle pour parler de l'écriture, et de l'écriture poétique en particulier. Ça c'est la première des choses. Évidemment Victor Hugo. Je suis tombé dans le Victor Hugo très jeune, comme Obélix est tombé dans la marmite voilà, de potions magiques. En particulier les poèmes, bien sûr. Évidemment les contemplations, mais aussi, puisque ça vient de m'arriver depuis peu, l'art d'être grand-père, qui est très différent et encore très différent, la légende des siècles, quoi, qui est quelque chose d'assez extraordinaire, de très 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 puissant, mais il y a tout chez Hugo. Et puis alors Émile Zola, ah oui. que j'admire énormément pour son œuvre. Les Rougon-Macquart, c'est vraiment un chef-d'œuvre. C'était même la première fois qu'on parlait de certaines catégories de population, du peuple, des ouvriers, des petits artisans, et puis des problèmes de l'alcool, et évidemment des souffrances des mineurs, enfin bon, Germinal, bon, tout. Et puis évidemment le courage extraordinaire de Zola, qui a... alors qu'il avait enfin atteint une certaine respectabilité, et que les critiques extrêmement dures qu'il avait subies commençaient vraiment à s'estomper, il commençait à faire, non pas l'unanimité, n'exagérons pas, mais enfin, bon, le laisser un peu tranquille. Il a tout remis en question pour défendre quelqu'un qu'il ne connaissait absolument pas. Bon. J'accuse. Alfred Dreyfus, ouais. Il s'est jeté dans cette bagarre avec une fougue, avec une foi, avec un mépris total de ce qui pouvait lui arriver, des conséquences désastreuses de son courage. Moi j'admire énormément Zola. Il a payé de sa vie d'ailleurs ce courage, puisque bon,
il est absolument évident qu'il a été assassiné. Et sa femme. Sa femme n'est pas morte. Sa femme n'est pas morte, mais Non. ils ont été tous les deux Non, intoxiqués, je crois que c'était au gaz. Oui, par l'émanation de sa cheminée. Ouais. Bon, enfin d'un poêle, bon, la cheminée a été bouchée, clairement. Bon, il y a d'ailleurs des gens qui l'ont reconnu en définitive. Donc ça, c'était en fin septembre 1902. Voilà, bon, c'est quelqu'un qui a payé de sa vie le courage qu'il a eu. Et s'il y a bien quelqu'un qui mérite le Panthéon, alors c'est lui. Hein. Bon, il y en a d'autres, hein, mais alors lui, non, alors, chapeau, monsieur Zola, chapeau. Alors, tu es un homme de mots, tu as écrit des milliers de chansons, on l'a dit. Dans les chansons, il y a des milliers de mots, évidemment. Ça multiplie chaque chanson par plusieurs milliers de mots. Si je te demande un mot de la langue française que tu préfères, ou le mot auquel tu penses spontanément, là, à l'instant où on se parle, tu me réponds quoi? C'est compliqué, hein, choisir un mot, c'est tellement arbitraire. Pour toi, encore plus que pour les autres. C'est tellement arbitraire. Bon, je dirais sans doute amitié. Amitié. Sans doute amitié, oui. Mais enfin, bon, il y en a des tas évidemment qui passent à l'as à cause de ça. Mais alors j'ai une petite sous-question. Mais c'est sans doute, amitié. Oui, l'amitié qui est la chose, me semble-t-il, la plus importante. Oui. Alors j'ai une petite sous-question uniquement pour toi, c'est est-ce que tu as une anecdote sur une chanson où tu as très longtemps hésité à utiliser un mot plutôt qu'un autre et où finalement tu as laissé tomber parce que tu t'es dit... est-ce qu'il y a un mot qui, à un moment donné, a vraiment posé... Tu te souviens qu'il y a eu un mot qui a posé problème et tu t'es longtemps interrogé, puis finalement, soit tu l'as validé, soit au contraire, tu l'as enlevé? Non, j'ai pas ce souvenir-là. Pas de souvenir? Non. Mais bon, il y a des mots sur lesquels on hésite. Hein, ça peut durer 2 jours, 3 jours, une semaine, 2 semaines. Il y a des anecdotes d'ailleurs dans ton livre où notamment sur certaines chansons que tu écrivais avec Pierre Delanoë, où vous preniez la tête, si tu me permets l'expression. Pas que, mais je raconte souvent l'anecdote, je pense que j'ai dû le mettre dans la nouvelle édition de l'art d'écrire une chanson, la chanson de Beko, Faut faire avec, où, de Guerlain, dans le dernier couplet, j'ai laissé un vers qui ne me plaisait pas, bon, et puis j'ai trouvé la solution 20 ans plus tard. Alors bon, Gilbert, hélas, nous a quittés le 18 décembre 2001, donc c'est un peu tard. Mais moi, je la chante de temps en temps, cette chanson, et maintenant, je chante la bonne version. Voilà. Mais c'est pas un mot, c'est une phrase. De quoi ne voudrais-tu jamais te priver dans la vie, sous-entendu, pour être heureux, ou en tout cas pour essayer d'être heureux? Qu'est-ce qui te manquerait absolument si tu l'avais pas? Ça serait vraiment... Les autres. Les autres. Oui. Donc tu confirmes, le bonheur c'est les autres, c'est une bonne formulation alors. Ah mais moi j'ai écrit une chanson en réponse à Sartre. Justement. Ce fameux... je savais pas. L'enfer c'est les autres, oui. Justement. Alors elle a été chantée par quelqu'un qui n'est pas connu du tout. Bon, qui est une de mes élèves de Boulange, de mon atelier de Boulange, qui s'appelle Laurence. Et j'ai écrit une chanson qui s'appelle Désolé Mister Sartre. Et le leitmotiv, c'est Désolé Mister Sartre, mais l'enfer, c'est moi. C'est excellent. Voilà. Il faut que je la trouve, cette chanson. Oh, je pense que je dois la voir, quelque part, oui. Chantée par cette fameuse Laurence, et musique de Samuel Leroy, qui est aussi un ex-élève de l'atelier. Ça, c'est une question relativement récente que je pose, c'est ton rapport non pas à la religion, parce que c'est quelque chose d'intime pour moi, ça ne me concerne pas, mais par contre, quel est ton rapport à la spiritualité, peut-être avec l'au-delà, avec la mort? Tu as beaucoup aussi bien dans ta famille que dans tes amis et dans les chanteurs avec lesquels tu as travaillé, il y en a beaucoup qui ont disparu. Est-ce que tu entretiens ne serait-ce qu'un dialogue avec eux, peut-être en rêve, je ne sais pas, ou pas du tout? Un dialogue non, mais je pense souvent à eux. Ouais. Et puis quelquefois je rêve d'eux, comme étant vivants. Ouais, c'est ça. Comme étant vivants, voilà. Alors, sinon, sur le plan de la foi, je suis voltairien. Bon, l'univers m'embarrasse et je ne puis songer que cette horloge existe et n'est point d'horloger. Voilà. Donc, contrairement à ce qu'on
On dit beaucoup, Voltaire n'était pas athée. Il n'était pas athée. Il était théiste. Je suis théiste. Tu es théiste. Je crois et je ressens terriblement une espèce de force créatrice. Enfin bon, je ne vois pas comment tout ça existerait sans qu'il y ait eu au départ une grande pensée. Hugo était comme ça aussi. Hein, Moins Zola peut-être. Oh, je ne sais pas trop. Il n'en parle pas beaucoup dans ses livres. Enfin, il y a quand même la faute de l'abbé Mouret. Ouais. Mais Hugo, dans son testament, a dit je meurs en adorant Dieu, je refuse le secours de toutes les religions. Bon, voilà. Donc je ne suis pas du tout religieux, je ne crois pas du tout aux religions, quelles qu'elles soient. Alors, pardon à ceux qui, eux, y adhèrent, et évidemment, totalement, je respecte absolument tous les gens qui sont religieux, quelle que soit la religion. Moi, j'y arrive pas. J'ai essayé, j'y arrive pas, mais en revanche, non, je ne suis pas athée. Je crois vraiment en une puissance créatrice, donc je ne sais absolument pas ce qu'elle est. Alors est-ce que ça veut dire agnostique, ça ? Non, parce que l'agnosticisme, ça veut dire je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne peux pas dire je ne sais pas. Je sens quelque chose, je crois en quelque chose, moi, contrairement aux agnostiques. Une transcendance. Une puissance créatrice, non, mais dont j'ignore totalement la nature, et bon, j'ai pas hâte de vérifier. Je connais un peu la réponse, mais je pose la question pour que les auditeurs le sachent. Est-ce que tu doutes souvent dans l'existence ? Et est-ce que quand tu doutes, tu as plutôt tendance à douter de toi ou plutôt des autres ? En tant que créateur, je doute énormément. Ouais. Ça, c'est sûr. Mais pour le reste... non, je doute pas de l'amitié de mes amis, je doute pas de l'amour de ma famille, je doute pas de la beauté du monde, je doute pas de la chance que c'est de vivre. Tout ça, ce sont des vraies certitudes très ancrées en moi. Mais de moi, je doute complètement. Mais complètement. C'est étonnant quand même. Et je trouve que d'ailleurs, les créateurs, 13 sur 2, sont absolument insupportables. La chanson d'Anne Sylvestre, j'aime les gens qui doutent. Oui, voilà, entre autres. J'adhère totalement à cette chanson, bien entendu. C'est étonnant qu'encore aujourd'hui, ça soit le cas, parce que ça soit le cas à tes tout débuts, et notamment quand tes parents ne voyaient pas d'un très bon œil le fait que tu deviennes... c'est le moins qu'on puisse dire. Voilà. Là, effectivement, le doute est permis, mais voilà. Après, on t'imagine mal, par exemple, souffrir du syndrome de l'imposteur. Mais peut-être qu'on a tort. Hein. Je pense que tous les artistes ont une... Je sais, quand même, je sais comment je vis 24 heures sur 24, et ce que j'ai dans le cigare. Bon, j'ai un doute permanent. C'est comme ça. Quand je commence à écrire, c'est un enfer, quoi. Bon, j'arrête pas de m'engueuler. C'est comme ça. Quel défaut de tes contemporains tu as le plus d'indulgence, si tant est que tu en aies ? Ah oui. Heureusement que j'en ai. Quand on n'a pas d'indulgence pour les autres, alors on doit être vachement emmerdé avec soi-même. Hein. Oui. La faiblesse, quoi. La faiblesse humaine. C'est tellement normal, tellement excusable. Les petits mensonges, les petites lâchetés, les petites compromissions. Alors il y a des gens intransigeants, c'est encore le misanthrope, hein. Bon voilà, c'est Alceste. Moi je suis plutôt du côté de Philinte, quoi. Bon, j'ai beaucoup d'indulgence pour ça. Ouais. J'ai créé ce podcast, donc comme tu l'as noté, c'était une réponse à Sartre qui disait l'enfer c'est les autres. Je l'ai créé aussi parce qu'à ce moment-là j'étais dans une forme de déprime et que je voyais beaucoup de gens déprimés autour de moi, beaucoup de gens pessimistes. Et la France c'est un pays extrêmement pessimiste, un des pays les plus pessimistes du monde. Toi, tu as plutôt tendance à te classer dans les optimistes et si oui, qu'est-ce qui te rend optimiste pour l'avenir ?
Je dirais pas que je suis optimiste, je dirais que je suis positif. Parce que optimiste, ça voudrait dire faire des prévisions. Je suis incapable d'en faire. Je suis incapable d'en faire. J'ai des enfants, j'ai maintenant une petite fille, j'espère que j'aurai d'autres petits-enfants. Je suis inquiet pour eux. Je suis inquiet pour eux. Donc, dire que je suis optimiste pour l'avenir, ça serait quand même un peu bêta. Mais je suis positif. Voilà. J'essaye de ne pas me laisser aller à la morosité, au négativisme. C'est tellement facile de dire oh là, non, ça vaut pas le coup, je laisse tomber. Non, moi, tout ce que j'essaye de faire à travers mes actes et aussi à travers mes écrits, c'est quand même de donner un peu d'oxygène, un peu de soleil, un peu de chaleur aux gens. Je suis extrêmement d'accord avec la phrase d'Oscar Wilde, la vie est la chose la plus formidable. Malheureusement, beaucoup de gens se contentent d'exister. Voilà. Moi, j'essaie de vivre beaucoup plus que d'exister. Brel disait une chose très jolie, je suis un accident biologique qui fait ce qu'il peut. Ben voilà, moi c'est pareil. Je crois que je suis un accident biologique qui fait ce qu'il peut. Mais en tout cas, optimiste, ça serait tout de même un peu couillon, je trouve. Il faudrait vraiment avoir une certaine dose d'inconscience pour être vraiment optimiste, mais positif, à ça oui, et alors à 100%. Alors pour terminer cette interview, qu'est-ce qu'on peut souhaiter à l'accident biologique, mais qui fait ce qu'il peut que tu es, pour les semaines à venir, les mois à venir, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour que tu sois heureux? C'est pas mon ambition d'être heureux. En tout cas, pas du tout. Qu'est-ce qu'on peut me souhaiter pour les semaines à venir et les mois à venir? Oui. Eh ben des années à venir. C'est un programme relativement simple, mais efficace, comme toi. Je demande du temps, parce que j'ai encore besoin de beaucoup de temps pour essayer de faire ce qu'il me semble avoir encore à faire. J'ai besoin de temps, On te souhaite beaucoup de temps. Ouais, souhaitez-moi ça. Voilà. Pas comme dans la chanson de Seguin. Alors, souhaitez-moi beaucoup de temps, et puis moi, je vais m'employer à bien l'occuper, à bien l'utiliser, et à le mériter. Tu le mériteras. Et à le mériter. Merci beaucoup, Claude, de ta confiance. Merci pour cette interview. Merci à toi, Gérard. Et à très bientôt. À bientôt. Au revoir. Salut.